Bonjour à tous, dernière vidéo sur ma préparation physique en saison off. Si vous venez de rejoindre cette vidéo sans avoir vu les deux premières, je vous invite à cliquer juste ici. Pour les autres, je vous montre ma deuxième séance jambes et ensuite je réponds aux questions que vous m'avez laissées en commentaire. L'explication de cette séance va aller relativement vite parce que dans sa forme, elle est exactement similaire à la première séance jambes que j'ai. La première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert d'avoir deux séances jambes dans la semaine? Est-ce qu'une seule pourrait pas suffire? C'est très compliqué de tout travailler en une séance. Là, cette séance-là, elle n'est pas en plus, elle est complémentaire. Et j'insiste sur complémentaire, vous allez le voir sous plein d'aspects. Après, je vais pas vous mentir, même si elle est très intéressante comme séance, ça m'arrive très souvent de la rater. Rarement parce que j'ai pas le temps, mais souvent parce que je sens que mon corps est trop fatigué. Parce que c'est bien de contraindre son corps, c'est bien de le pousser un peu dans ses retranchements, mais il faut lui laisser le temps de récupérer. Et les séances de musculation, c'est très contraignant au niveau des tissus. Donc par exemple, les semaines où je vais augmenter mon volume ou mon intensité en course à pied, je sens par exemple que mes tendons, ils sont pas préparés pour une séance de musculation, ils préfèrent se reposer un jour, 2 jours et après reprendre une semaine normale plutôt que de trop forcer, accumuler de la fatigue et au final créer des blessures. Bon, ça c'était l'introduction, maintenant sans plus attendre, le premier bloc. On commence par des fentes, donc là vous remarquez sur l'exécution que c'est bien mon pied qui recule vers l'arrière et non mon pied qui avance devant. Avec cette exécution, on est beaucoup plus stable, on contrôle beaucoup mieux le mouvement, ce qui permet de bien maîtriser sa technique, de diminuer les risques de blessure. Et en plus de ça, sur tous les exercices de fente qui se font en marchant vers l'avant, ça crée beaucoup de contraintes au niveau du genou, donc pour ceux qui ont des fragilités, cette version des fentes est préférable. Donc certes, en termes de contraintes mécaniques, c'est moins intéressant que sur du squat parce qu'on est moins lourd. Cependant, en termes de travail de stabilité, en termes de gainage des muscles profond, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est deux séances qui sont très complémentaires. Un où on va mettre l'accent sur la contrainte mécanique et l'autre où on va mettre l'accent un peu sur la stabilité. Enfin après, croyez pas que cet exercice est de tout repos parce que comme on fait une jambe après l'autre, c'est quand même assez éprouvant. Sinon, pour les mêmes raisons que pour le front squat, je n'enchaîne pas cet exercice là, donc on peut passer directement au deuxième bloc. Toujours dans une notion de complémentarité, je pense que ce mot-là vous allez l'entendre peut-être 50 fois dans la vidéo. Je commence ce deuxième bloc avec du leg curl pour renforcer les ischio-jambiers. Je le répète encore une fois, c'est super important pour réduire les blessures de bien travailler le quadriceps. Forcément, mais lui déjà il travaille beaucoup, mais surtout les ischios pour essayer de rééquilibrer les masses musculaires. Pour votre culture, par exemple, le quadriceps et l'ischio qui ont un rôle opposé sur le genou. Donc le quadriceps il permet de tendre la jambe et l'ischio permet de le fléchir. C'est ce qu'on appelle des muscles antagonistes. Donc sur des muscles antagonistes, c'est super important de garder un bon équilibre. Dans ma première séance, si vous vous souvenez bien, en deuxième exercice, je commençais avec du soulevé de terre jambes tendues. Donc pourquoi est-ce que le leg curl est très complémentaire de cet exercice-là? Parce que les trois muscles qui composent les ischios sont biarticulaires. C'est-à-dire qu'elles chevauchent deux articulations. Elle commence sur la hanche, elle passe au-dessus de l'articulation de la hanche et elle s'insère sur le tibia, donc elle passe par-dessus l'articulation du genou. Ce qui leur permet d'avoir deux rôles. Premièrement, ça permet de faire une extension de hanche. Et deuxièmement, ça permet de faire une flexion du genou. Donc si comme moi, votre but c'est de travailler les ischios pour réduire le risque de blessure, il est important de le travailler dans ces deux flexions, donc au niveau de la hanche avec le soulevé de terre à jambes tendues et au niveau du genou avec le leg curl. J'enchaîne le leg curl avec un deuxième exercice. Maintenant vous commencez à le connaître, c'est devenu un peu une star j'espère. Je parle évidemment de la rotation externe que j'ai déjà détaillée dans la deuxième séance, donc on peut directement enchaîner avec le troisième bloc. Alors oui, je retravaille les mollets à ce moment-là. Par contre, encore une fois, et j'insiste, c'est la même chose que pour les rotations externes, ne passez pas de tout à rien d'un coup. Si vous courez par exemple 5 fois dans la semaine et que vous entraînez jamais spécifiquement vos mollets, si vous commencez directement à mettre 2 séances par semaine, en fait vos tendons ils vont juste fatiguer jusqu'à la rupture. Ce qu'il faut c'est les intégrer progressivement pour laisser aux tendons, aux muscles le temps de faire leurs adaptations et ensuite augmenter le volume. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois j'ai des fins de semaine parce que cette séance je la fais le vendredi où je suis extrêmement fatigué, où je sens que mes tendons ils ont vraiment besoin de repos, ils sont tout courbaturés. Donc à ce moment là c'est vraiment pas le moment d'avoir des œillères. Il vaut mieux faire cette séance et retirer cet exercice là plutôt que de retravailler les mollets par dessus et au final ce qui va mener à la blessure. Quand je m'écoute, c'est vraiment drôle parce que j'ai l'impression que tout peut mener à la blessure, mais je vous jure que c'est vrai. Si vous faites pas attention, une blessure ça peut aller super vite. La plus grosse difficulté pour progresser en triathlon, c'est pas de trouver une méthode miracle qui va nous faire progresser. Non, c'est simplement de travailler en évitant les blessures. Bref, cette extension de mollet, je l'enchaîne avec du soulevé de terre jambes tendues
à une jambe. Le but de cet exercice, contrairement au soulève-large entendu que je fais dans la première séance, c'est pas de mettre de la contrainte mécanique, ça va être de venir travailler sur la stabilité, sur la coordination et sur le gainage, parce que c'est pas un exercice aussi simple que ça en a l'air. Il faut faire bien attention à sa position. Si on regarde de face, il faut bien que le genou soit dans l'axe, soit légèrement vers l'extérieur. Si on regarde de profil, il faut que le dos soit bien placé. Donc voilà, c'était ma deuxième séance jambes. Maintenant vous connaissez tous mes secrets. C'est allé relativement vite, mais c'est normal parce qu'on enchaîne avec la réponse à vos questions. Donc il y a deux solutions, soit je vous ai directement répondu en commentaire, soit je vais traiter votre question ici. Première question, il y a Pierre-Antoine qui me demande si j'ai des solutions parce que son bassin a tendance à dériver d'un côté quand il fait du squat. Première chose à faire, et c'est exactement la même chose quand on se blesse, c'est de trouver la raison pour laquelle notre bassin dérive. Ça peut être parce qu'on a les jambes d'une longueur différente, ça peut être parce qu'on a une jambe qui est plus souple que l'autre, ça peut être parce qu'on a une jambe qui est plus forte que l'autre, ou alors ça peut simplement être un problème d'articulation génétique. Le problème c'est que toutes ces raisons, qui sont très différentes, entraînent des solutions qui elles aussi sont différentes. Donc c'est très compliqué d'être généraliste. Par contre, ce qu'on peut en retirer comme enseignement, c'est que la préparation physique, justement, étant donné que ça nous sort de notre pratique, ça permet des fois de mettre en avant certains déséquilibres. Par exemple, dans son cas, imaginons il a une jambe plus grande que l'autre, et bien ça se trouve il aurait couru pendant des mois, il s'en serait jamais aperçu, et inévitablement il se serait peut-être blessé encore et encore sans jamais savoir pourquoi il se blesse. Et voilà, le fait qu'il ait commencé la préparation physique, ça lui a permis de mettre un petit coup de projecteur sur cette faiblesse-là. Donc maintenant, il va essayer de trouver une solution, et une fois qu'il l'aura trouvé, ça sera un meilleur athlète. Deuxième question de Nicolas qui me dit qu'il a beaucoup tendance à se blesser au niveau du fascia de la voûte plantaire et il me demande si les extensions de mollets ça pourrait l'aider à diminuer ce risque de blessure. Avant toute chose, si vous êtes blessé, mon premier conseil c'est de faire en sorte que ça passe. S'il y a une inflammation, essayez de diminuer l'inflammation et une fois que vous pouvez travailler sans douleur, à ce moment-là ma réponse est oui, faire des extensions de mollets ça peut te servir. L'avantage des exercices en résistance c'est que ça impose une forte contrainte mécanique au niveau des tissus, donc ça peut être les muscles, les tendons ou les fascias, ce qui va obliger ces tissus à se renforcer, donc à changer leurs propriétés mécaniques et leur permettre d'être plus résistants. Après la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ton fascia s'est inflammé par un manque de force ou est-ce qu'il s'est inflammé par compensation? Est-ce que ça serait pas par exemple un manquement technique qui fait que ça s'est enflammé? Est-ce que ça serait pas des mauvaises chaussures? Est-ce que ça serait pas une raideur au niveau des mollets, au niveau des ischios qui fait que ça compense au niveau de la longue plantaire? Encore une fois, quand vous êtes blessé, trouvez la cause. Troisième question de Silver qui me demande si cycler ces exercices, ça veut dire augmenter progressivement soit la charge, soit le nombre de répétitions, soit diminuer la durée du repos. Eh bien oui, en fait, t'as tout dit dans ton commentaire, c'est exactement ça. Là, on est sur des objectifs très spécifiques qui correspondent encore une fois à mon objectif. Donc la fourchette de répétition et la durée du repos est aussi très spécifique. Contrairement à des cycles qu'on peut avoir en musculation où là les fourchettes peuvent se permettre d'être beaucoup plus grandes. Quatrième question de Benoît qui me fait remarquer que j'ai souvent tendance à m'emporter avec des termes peut-être un peu trop scientifiques. Donc je vais en profiter pour définir quelques mots que j'ai utilisés qui peuvent ne pas être compris par la majorité des personnes. Premièrement, c'est force de cisaillement que j'ai dû répéter au moins 50 fois dans la vidéo. C'est simplement quand on a par exemple un objet et qu'il y a une force qui va dans ce sens-là et l'autre force qui va dans ce sens. Et donc si je force, ça force comme ça. Le problème c'est que le corps il est très très fort pour résister aux forces de compression par exemple. Par contre les forces de cisaillement, c'est pas son fort, et encore moins au niveau de la colonne vertébrale. Donc, si vous voulez garder une colonne vertébrale en bonne santé, il faut éviter en fait tous les exercices qui infligent une grosse contrainte en cisaillement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, si vous regardez bien mes exercices où je charge lourd, c'est le cas du front squat et c'est le cas des fentes, et bien en fait j'essaie de garder vraiment le dos le plus droit possible pour éviter cette contrainte en cisaillement. Parce que sinon, et bien sur le long terme, l'hernie nous guette. Simplement. Deuxième définition, à un moment dans la première vidéo, alors là je m'emballe, dans la même phrase, j'utilise influx nerveux, coordination motrice et hypertrophie. J'avoue que sur celui-là, j'ai peut-être un tout petit peu abusé. Simplement, ça correspond à trois caractéristiques de la force. Premièrement, l'influx nerveux, c'est l'efficacité à laquelle votre cerveau va réussir à envoyer le signal à votre muscle de se contracter. Un meilleur influx nerveux, ça va permettre aux muscles de contracter plus de fibres plus simultanément. Parce que si vous ne le savez pas, si vous avez un mauvais influx nerveux, votre muscle ne contracte pas du tout l'intégralité de ses fibres, justement ça s'entraîne. Peut-être qu'au tout début vous allez pouvoir contracter 70% de toutes les fibres et à la fin de l'entraînement vous réussirez à en contracter 80-85%. Voilà. Et cette différence de force,
elle s'est faite par aucune autre adaptation que par une adaptation du système nerveux. Deuxièmement, la commande motrice, simplement un mouvement qui est bien coordonné, c'est un mouvement qui est efficace. En général, ce travail de coordination motrice, ça se travaille plutôt dans la pratique, ce qui fait que par exemple sur un coup de pédale ou sur une foulée, les muscles vont se contracter de manière bien synchrone, ce qui va permettre d'économiser de l'énergie. Il me semble de tête me souvenir d'un documentaire sur Asaf Powell sur le 100 mètres très intéressant sur la coactivation musculaire. Regardez dans la description, si je l'ai retrouvé, je vous le mets. Si vous avez 40 minutes à perdre, c'est le moment de se cultiver. Enfin, troisième facteur de la force, l'hypertrophie. C'est simplement l'augmentation en volume de vos muscles. Parce que c'est assez simple, pour un même individu, plus votre muscle est gros, plus son potentiel de force est grand. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le mythe de mec qui fait de la gonflette, qui a des muscles énormes et qui n'a pas de force, je vous dis, ça n'existe pas. Ce mythe, c'est sûrement le rêve de certains jaloux. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'on peut travailler sa force sans augmenter son volume musculaire, justement en améliorant son influx nerveux, en améliorant sa commande motrice. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que si vous augmentez le volume de vos muscles, vous allez aussi augmenter le potentiel maximum de force que vous pouvez avoir. Dernière définition, là de toute manière je sais que j'ai perdu la moitié des personnes qui regardaient cette vidéo, c'est vraiment que pour ceux qui veulent se cultiver. À un moment je parle de contrainte excentrique et je dis que c'est un type de contrainte qu'on ne retrouve pas ni dans le vélo ni dans la natation. La contrainte excentrique, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les phases négatives d'un mouvement, c'est-à-dire sur du squat, c'est le moment où je vais commencer à descendre, sur les tractions, ça va être le moment où je vais relâcher. Donc c'est toutes les phases où le muscle va résister contre son propre étirement. Et ce type très spécifique de contrainte, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle le remodelage des tissus. Le remodelage, c'est un cycle de destruction-reconstruction des tissus qui, dans notre cas, va permettre d'améliorer la propriété mécanique des tissus en les rendant plus résistants. Donc c'est pour ça qu'en vélo et en natation, la préparation physique, c'est super important parce que comme ils n'ont pas de contrainte excentrique dans leur pratique, ou très peu, permettre d'en avoir en préparation physique, ça va permettre d'accélérer l'adaptation, surtout au niveau des tendons et d'éviter les tendinites. Même chose sur des types de tendinite très précises, ça peut arriver que votre kiné vous fasse des protocoles en excentrique, vous allez faire seulement la phase négative d'un mouvement pour détruire la partie du tendon qui ne fonctionne pas correctement et pour lui permettre de se reconstruire de manière plus efficace, plus coordonnée, bien alignée. Avant-dernière question d'Antoine qui me demande s'il faut changer souvent d'exercice parce qu'il aurait entendu des légendes comme quoi il fallait choquer son muscle pour progresser parce qu'il s'adaptait très vite. Alors ça c'est très triste, c'est une légende qui est perpétuée par des dizaines et des milliers de pseudo-coachs. Je vais le dire de manière très ironique, mais tu ne peux pas surprendre ton muscle. C'est pas parce que tu changes d'exercice à chaque séance qu'à un moment ton muscle il va te dire « Oh, tu m'as bien surpris là, ok, j'accepte de grossir ». Non, ça marche pas comme ça. Un facteur important qui induit de l'hypertrophie, je vous renvoie à la définition que j'ai dit juste avant, c'est la contrainte mécanique que tu vas imposer à ton muscle. Le problème c'est que si tu changes tout le temps d'exercice, ça va être du stress supplémentaire pour ton cerveau qui va être obligé de rapprendre une technique, qui va être obligé d'adapter l'influx nerveux qu'il envoie pour contracter les bons muscles au bon moment, ce qui fait qu'en fait ton mouvement il va être pas du tout efficace, donc tu vas être beaucoup moins fort et en soi ça va te prendre plusieurs semaines pour que le mouvement redevienne bien efficace et que tu puisses arriver à une contrainte mécanique suffisante pour entraîner une hypertrophie. Justement répéter le même exercice encore et encore, ça va te permettre de te spécialiser et ce qui va permettre à tous les muscles qui participent au mouvement de se repousser vers leurs limites encore et encore. Alors tu peux changer d'exercice, par contre il faut trouver une raison. Le changement pour le changement, ça a vraiment aucune utilité. Comme je l'ai dit, le temps que tu réapprennes le bon schéma moteur, au final tu auras perdu 2-3 semaines d'entraînement pour rien. Après tu me dis aussi que tu avais atteint un stade de stagnation. Je pense que ça a plus à voir avec la manière dont tu cycles tes entraînements, la manière dont tu planifies ta progression. Mais bon bref, ça c'est un sujet qui est vraiment trop vaste pour être discuté ici. Sixième et dernière question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour pouvoir te permettre de t'entraîner autant? Alors j'y ai répondu justement cette semaine dans la vidéo que j'ai sortie mercredi. J'ai créé ma société de coaching il y a maintenant 3 ans, ce qui me permet déjà de gérer mes propres horaires, mais même mis à part ça, c'est surtout une question d'organisation je pense. Par exemple, si je plaçais pas 5 de mes entraînements le matin avant 7h, je sais que dans ma semaine, j'ai pas le temps de placer ces 5 entraînements autre part. Donc oui, des fois il faut se lever un peu tôt, il faut se coucher un peu tard. C'est pour ça qu'il faut faire des siestes, comme je l'ai dit dans mon épisode sur la récupération. Mais au final, j'arrive à tout placer, ça va. Tout ça, c'est juste une question de choix en fait. Il faut faire des sacrifices, il faut bien définir ses priorités. Et puis je pense aussi qu'il faut réussir à être franc avec soi-même. Par exemple, si vous partez travailler à 8h, que vous rentrez le soir à 20h, que vous avez une femme, des enfants, et je pense qu'il faut réussir à se dire la vérité et que votre priorité, c'est pas de vous entraîner 15 heures par semaine. Voilà, je mets un terme à cette dernière vidéo sur la présentation de ma préparation physique en saison off. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, j'essaie de partager au maximum les connaissances que j'ai. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. On se retrouve très vite, comme d'habitude. Entraînez-vous bien, je sais qu'il fait froid, mais quand même restez motivés. À la prochaine.